Bonjour, c'est Thaïs de Thaïs World et aujourd'hui je vais répondre à quelques-unes des questions qui me sont posées assez régulièrement sur ma pratique chamanique et sur les services que je propose. Alors, la première question. J'ai lu qu'un chaman était quelqu'un qui pouvait recevoir des messages de l'invisible afin de pouvoir soigner et harmoniser ce qui se passe dans les énergies d'une personne et autour d'elle. Est-ce que c'est vrai et comment ça se passe un soin chamanique avec toi? Alors oui, effectivement, la particularité du chamanisme, c'est cette capacité à faire des voyages, comme on dit, c'est-à-dire à entrer dans un état modifié de conscience qui permet de voir au-delà du temps et au-delà du visible. Comment ça se passe un soin chamanique? À vrai dire, pour la personne qui est soignée, c'est assez contemplatif, c'est-à-dire que le praticien va rentrer dans cet espace de conscience modifié pour avoir accès à des informations qui ne sont pas forcément conscientes chez la personne qui vient consulter. Et il y a tout un travail qui va se faire dans cette dimension-là, dans cette dimension de l'invisible, selon l'intention de la personne qui vient demander le soin et ce que moi je vais percevoir de la part de mes guides, de la part de l'âme de la personne, sur qu'est-ce qui bloque son chemin en ce moment. Donc, s'il y a des énergies parasites, s'il y a des blessures transgénérationnelles, des liens qui ont besoin d'être coupés avec des relations, avec des vœux, avec un passé karmique parfois, effectivement tout ce travail-là va se faire dans cet espace. Donc le praticien peut être accompagné par un tambour, par une danse, par un chant, selon la tradition d'où il vient, et les outils avec lesquels il est le plus à l'aise. Il est guidé par ses alliés, ça peut être des figures angéliques, les médecines animales, les ancêtres de la personne qui est venue consulter. Donc il y a effectivement toute cette sphère que je ne saurais pas expliquer finalement, puisqu'elle s'expérimente quand on est dans cet espace de conscience modifiée et qui permet d'aider la personne à se libérer de blessures ou de schémas inconscients qui la bloquent aujourd'hui. Pourquoi on me consulte? Ça va être des blessures de vie où il y a de la dissociation, par exemple. Pour moi, le soin vraiment le plus important dans ma pratique, c'est le recouvrement d'âme, que je pourrais traduire par une approche énergétique, spirituelle et corporelle de la dissociation. Donc comment on reconnecte avec la part qui s'est extraite à un moment pour retrouver sa ressource. Sa ressource évidemment apaisée et soignée par rapport à l'événement qui fait qu'elle a dû se retirer. Donc ça va être beaucoup du recouvrement d'âme, de l'harmonisation énergétique et occasionnellement de l'accompagnement à la mort, de la purification de lieux, travailler des rêves ou des cauchemars aussi qui reviennent en boucle. Ça, j'avoue que la pratique chamanique pour ça est super efficace. J'ai un rêve en boucle, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. J'ai un cauchemar, comment je fais pour enfin casser la boucle et que ce cauchemar ne revienne plus. Ça, c'est vraiment quelque chose où souvent il suffit d'une séance par rapport au rêve pour vraiment casser cette espèce de cycle. Et pour que le rêve arrête effectivement de revenir vous hanter. Deuxième question. Dans tes parcours, on va souvent explorer nos ombres. À quoi ça sert de faire du shadow work? Moi, je préférais me concentrer sur le positif. Alors, travailler sur ces ombres, ça ne veut pas dire s'enfoncer dans une dynamique où on ressasse les épisodes douloureux de notre histoire.
Je trouve que on a tendance à beaucoup diaboliser, si je peux oser ce mot, les ombres. On dirait que l'ombre, c'est un truc de mauvais, c'est un truc qui fait peur, c'est un truc qu'on n'a pas trop envie d'explorer. Le truc, ce qui fait qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est ce que nous, on imagine qu'il y a dedans, ou qu'on sait pertinemment qu'on a laissé à cet endroit. Pourquoi est-ce que je suis très attachée à ce travail des ombres? Alors je prends souvent l'exemple de la maison, hein, voilà. Vous avez votre maison ici. Et imaginez qu'il y a un grand couloir obscur. Typiquement le type de couloir, quand on est enfant, on n'a pas envie d'y aller. On va y aller en courant. Donc voilà, vous avez ce grand couloir qui vous fait peur. Et donc, il y a souvent deux postures. Hein. J'y vais en courant en me disant, allez, je vais réussir à surmonter ce passage. Ou on va carrément éviter le couloir et pourquoi pas condamner la porte. Dans cette image du couloir, on peut imaginer que toutes les ombres qui sont dans ce couloir et qui nous font peur, ce sont juste des dossiers qu'on a laissés là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce travail? Par exemple, avec moi, c'est que on va se pointer devant la porte du couloir, plutôt vous allez vous mettre devant, avec cette différence que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes devant cette porte, mais vous n'êtes pas tout seul, puisque vous m'avez choisi pour vous accompagner dans ce chemin. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre la porte de ce couloir? Ensemble, on allume la lumière. C'est aussi bête que ça. On allume la lumière pour plus être dans cette dynamique de soit de guerre, soit de déni avec soi-même. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est pas pour ressasser le passé, c'est que si vous venez me voir en général, c'est que vous êtes bloqué dans certains domaines de votre vie, qu'il y a encore des anxiétés ou des peurs ou des réflexes qui vous limitent et qui sont liés à des événements du passé. Donc l'idée, c'est pas d'aller ressasser le passé, c'est d'aller voir dans ce passé qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité, la disponibilité ou la liberté de pouvoir mener vos projets comme vous en avez envie. Donc déjà, on est ensemble et on allume la lumière. Et là, on voit les dossiers. Okay, et dans ces dossiers, on va voir qu'est-ce qu'il est pertinent de voir, qu'est-ce que vous êtes prêt à voir. Parfois, il y a besoin de recharger les batteries, parce qu'il y a des dossiers qui sont un peu douloureux. Et ce qui compte dans ce travail, c'est pas de se raconter l'événement ou de revoir l'événement. C'est de voir qu'est-ce qui n'a pas pu être exprimé ou surmonté à ce moment qui continue de vous bloquer aujourd'hui. Ça peut être vos émotions. Parfois, il y a juste un deuil à faire. Ou il y a eu une gestion de la situation mais qui ne prenait pas en compte vos émotions. J'ai l'exemple d'une personne, elle connaît sa blessure, elle l'a verbalisée, elle l'a travaillée, mais elle n'a jamais eu un temps pour se délester dans son corps de tout la rage, l'impuissance, la culpabilité, le chagrin, la trahison que pouvait générer comme sentiment cette situation. Donc tant que tout ce truc est non dit, ça fait comme une boule à l'intérieur. Et cette boule, elle crée un blocage et elle lui bouffe de l'énergie. Donc c'est uniquement pour ça qu'on y va. L'histoire, on la connaît. Par contre, quelle est la part de la personne qui est scotchée à cet endroit ou qui aurait aimé dire des trucs et qui est toujours bloquée avec ça? Est-ce qu'il y a un espace d'accueil qu'on peut ouvrir dans cet endroit pour qu'elle puisse déposer ça? Et une fois que c'est fait, c'est fini, quoi. Donc l'idée, c'est pas de se flageller, c'est pas de ressasser le passé, c'est de regarder dans ces dossiers, est-ce que je peux juste les archiver? Ou est-ce que j'ai des trucs qui ne sont pas réglés et qui m'impactent encore aujourd'hui? Parce que bien sûr, c'est le présent qui compte. Si votre passé vous empêche de construire le présent qui vous tient à cœur, ouais, effectivement, je vais vous emmener à cet endroit-là.
si vous êtes d'accord pour qu'on y aille, évidemment, hein. Moi, je ne suis que la personne qui accompagne et qui soutient. La décision et le choix final, c'est à vous. Je précise ça parce que c'est vachement important de réaliser que parfois, quand on fait ce travail-là, ça va donner de la clarté sur c'est quoi la posture dans laquelle je suis, peut-être d'assumer des choix qui sont parfois, qui peuvent paraître ambigus. Je vais donner 2 exemples concrets. J'ai une personne qui a fait un cycle d'atelier avec moi et à un moment, en travaillant sur certaines zones du corps, elle est venue déposer le fait qu'elle avait des problèmes de poids et que malgré tout un suivi médical, des régimes, etc., il n'y a rien qui bougeait. Donc on est allé regarder ce qui se passait dans les zones de son corps qui étaient les zones de prédilection, on va dire, où venait se fixer le poids. Et après ce travail-là, elle est venue me voir et elle m'a dit en fait, j'ai pas envie de perdre ce poids parce que je me sens en sécurité à cet endroit. Et c'était vachement chouette pour elle de pouvoir assumer ça, qu'effectivement, il y a eu toute cette pression par rapport au poids, par rapport à certains impératifs de santé, cette résistance intérieure, parce qu'il y avait cette part d'elle qui avait besoin de s'exprimer. Une part qui était en train de dire, ben, si on m'enlève ça, je me sens en insécurité. Donc déjà, on voit que le travail, c'était pas tellement le poids, il fallait qu'on aille travailler les peurs. Et que dans cette posture, où elle assume que là, tout de suite, ben, elle va laisser tomber les régimes, elle rentre vachement en lien avec elle, elle s'accueille, elle assume là où elle est, et ça change complètement la dynamique, parce qu'elle n'est plus en guerre, avec cette espèce de lutte sur le poids qui est frustrante, puisqu'il n'y a pas de résultat. Elle rentre en amour, c'est avec elle d'accueillir qu'il y a une part qui a peur et que elle a le droit et qu'on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est très précieux de pouvoir assumer là où je suis, même si c'est pas là où on m'attend, ou même si c'est peut-être pas l'objectif que moi j'avais donné au départ. Moi, je parle du client, hein, pas moi, le praticien. Donc, si l'objectif c'était que je perde du poids et que je me rends compte tout à coup en traversant mes ombres que c'est pas ça l'enjeu, j'ai déjà gagné quelque chose à cet endroit. J'ai une autre personne qui m'a dit, voilà, j'ai un dilemme par rapport à une question que je me pose dans ma famille, mais je me rends compte que plus j'avance, plus il y a seulement 2 réponses possibles et que l'une des 2 va complètement briser l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui avec cette famille, si c'est ça la réponse. Donc finalement, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ok? Là aussi, on assume. J'ai un conflit de loyauté intérieure. Quand je fais la balance, je vois que finalement, ce dossier, si je l'ouvre, les secrets qui vont venir, ça peut peut-être blesser des personnes que j'ai envie de protéger, ça peut briser un équilibre que j'ai du mal à trouver, et je décide de ne pas y aller. Donc pour dire que parfois, même quand je vous dis que je travaille beaucoup sur la guérison, pas tellement sur la gestion des traumas, ça ne veut pas dire qu'il y a une idée toute faite de c'est quoi cette guérison et c'est quoi le chemin qui est le mien. Par contre, ouvrir la porte, allumer la lumière et regarder c'est quoi les dossiers que j'ai laissés dans ce couloir ou dans ce placard. Ça me donne de la clarté, ça me permet de rentrer en lien avec moi. Et ça permet d'assumer la posture que je choisis ou dans laquelle je suis. Et ça change la dynamique parce qu'à partir du moment où vous assumez pleinement et en toute conscience là où vous êtes, vous avez déjà récupéré une partie de votre pouvoir personnel. Et c'est ça le but pour moi de l'accompagnement chamanique. C'est comment vous pouvez retrouver votre pouvoir personnel. Et dans le pouvoir personnel, il y a effectivement la liberté de faire des choix. Et ça peut être celui-là. Donc oui, ce shadow work qui peut être un peu de plus en plus mis en avant en ce moment, je trouve qu'il est vachement nécessaire et vachement constructif pour vous réapproprier
votre histoire, vos capacités, et retrouver la possibilité de faire des choix en toute connaissance de cause. La question suivante. Pourquoi est-ce que tu fais la distinction entre la gestion des traumas et la guérison? C'est une transition parfaite avec ce qui vient de se dire. Le moment de gestion, pour moi, c'est un peu comme si vous veniez de subir une intervention et il y a un moment de transition où vous avez besoin de béquilles. Donc dans la gestion, il y a différents outils. Ça peut être des médicaments, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des séances pour apprendre à apprivoiser certaines situations. Alors ça, ce sera plutôt avec d'autres techniques que le soin chamanique, la DCC, la sophrologie, l'hypnose. Enfin voilà, comment je gère des situations d'anxiété ou d'incapacité qui sont liées au fait que je suis en transition. La guérison, pour moi, c'est quand l'événement douloureux ou l'événement traumatisant n'a plus aucun impact sur moi et sur ma vie. Et du coup, la guérison, elle a pas mal de paramètres. C'est-à-dire qu'on a parlé souvent du recouvrement d'âme, ce moment où on se reconnecte à la part dissociée. Il faut bien se rendre compte qu'il y a l'événement, donc éventuellement la coupure énergétique, d'accord, qui s'est faite pile au moment de l'événement. Maintenant, ce que je constate, si l'événement il est assez ancien, c'est que selon la réponse pour encaisser l'événement que vous avez donné, vous avez pu mettre en place des tas de schémas, voire des croyances sur lesquelles vous êtes en pilote automatique. Donc ce qui prend du temps pour moi, c'est plus comment on arrive à décrypter, observer au quotidien, c'est quoi les conséquences que je traîne et que j'ai besoin de déconstruire pour me réapproprier pleinement mon potentiel. Les personnes qui font le choix de gérer leur traumatisme, elles ne vont pas forcément aller aussi loin, c'est-à-dire qu'elles vont être accompagnées pour retrouver la capacité à gérer leur quotidien, parce que parfois il y a des traumatismes qui font qu'on se retrouve psychiquement ou physiquement en incapacité de même se lever, d'accord. Donc il y a un besoin de se remettre en route qui va passer par différents types de soutien, à nouveau médicaments, thérapie, etc. Des soins avec quelqu'un comme moi pour recharger les batteries. Après, il y a des personnes, selon la vie qu'elles ont, qui au moment où elles vont retrouver un équilibre dans lequel elles se sentent bien, n'auront pas forcément l'envie ou la motivation ou le besoin pour aller déconstruire tout ce qui a pu se mettre en place autour. C'est-à-dire qu'elles vont retrouver leur capacité à être actives au quotidien et ça va leur suffire. La gestion du trauma, c'est aussi, j'identifie mes peurs, je peux les anticiper, j'ai les outils pour y faire face. D'où l'exemple de la TCC tout à l'heure. Donc là, effectivement, on est sur une approche qui est ni mieux ni moins bien, c'est juste un choix, c'est une posture, d'accord? Pour moi, la gestion du trauma ou la guérison, c'est deux postures différentes. Dans tous les cas, la gestion, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour faire la transition. C'est vrai que par rapport à ma pratique personnelle, j'accompagne plutôt des chemins de guérison, tout simplement parce que c'est là où je suis la plus qualifiée et où j'ai le plus d'outils. C'est uniquement pour cette raison-là. Je trouve que pour ce qui est de la gestion, il y a des interlocuteurs qui seraient plus pertinents que d'avoir à être accompagné par quelqu'un comme moi. Ça, c'est une posture personnelle. Par contre, je sais, par rapport aux blessures que j'accompagne, que oui, c'est possible d'aller au bout, quoi.
Je vois des personnes parfois qui me disent, est-ce qu'on peut vraiment être à nouveau en couple? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer avoir une vie de famille après avoir subi ça? Ouais, ouais. J'ai la chance et la joie de pouvoir accompagner ce chemin-là. Donc oui, pour moi, le chemin de gestion et le chemin de guérison, c'est deux approches différentes. Tu nous demandes souvent, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Est-ce que finalement, vouloir surmonter notre souffrance, c'est pas suffisant? C'est vrai qu'à un certain stade, quand on est sur ces chemins de guérison, je trouve que la question du moteur, elle est essentielle. C'est super important de savoir à quoi on dit non. C'est une étape de croissance même essentielle. Apprendre à dire non, ça fait partie de notre construction, poser des limites, ramener du respect, ramener de l'intégrité dans ma posture. Par contre, si vous êtes sur un chemin qui est douloureux et où vous avez besoin de booster pour aller de l'avant dans les moments où on patine un peu, on est un peu frustré, où on est un peu juste fatigué aussi parfois sur certains dossiers. Le dossier qu'on est allé chercher dans notre couloir d'ombre, peut-être il fait 10 pages, mais peut-être il en fait 100 quoi. Donc c'est vrai que selon où on en est, parfois on se dit que c'est un peu long, que c'est décourageant, qu'on n'avance pas comme on veut. Et pouf, il y a le moral qui s'éteint un petit peu. Et quand on est à cet endroit-là, ce qui peut vraiment faire toute la différence, c'est à quoi je dis oui. C'est quoi le truc que je désire tellement qui fait que ouais, c'est ce chemin de guérison que je vais accomplir. C'est ça qui fait la différence. Ça fait la différence parce qu'il y a un cas où votre motivation elle est tellement claire que vous n'allez rien lâcher. Et ça va vachement vous aider dans les moments de découragement. C'est vrai que quand on a été malheureusement dans des environnements où on a été écrasé, le travail va être vraiment de se rappeler qu'on a le droit de s'autoriser des trucs et peut-être on a oublié ce qu'on aime en fait. Parce qu'on a tellement eu à survivre que quand c'était le calme, c'était déjà tellement extraordinaire qu'on ne s'est pas dit tiens, est-ce que je pourrais vivre autre chose? C'est là où parfois on peut se retrouver un peu dans le creux de la vague, c'est que ramener le qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aimerais, ramener du rêve à un moment, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire toute la différence quand vous êtes dans un chemin pour transcender des blessures de vie. Est-ce que tu utilises des plantes psychotropes? Est-ce que c'est incontournable quand on fait du chamanisme? Alors cette question, je l'ai beaucoup entendue quand je me suis lancée. J'avais des gens qui m'appelaient en disant « Est-ce que par hasard vous faites des rituels avec de l'ayahuasca ?» Alors non. Je ne viens pas d'une tradition qui travaille avec des plantes psychotropes. Donc non, ce n'est pas une condition indispensable dans le chamanisme. Il se trouve que ça appartient à des cultures, à des lieux géographiques aussi, où il y a certaines plantes médecines, comme on les appelle, qui font que les personnes ayant grandi dans cet environnement, ils se sont appropriés cette méthode-là pour avoir accès à des espaces de conscience différents. Donc, c'est pas que je suis hostile aux plantes psychotropes, par contre, je suis vachement vigilante quand je vois des personnes ici qui s'y intéressent, ou quand je vois des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont une expérience qui s'est mal passée, sur et l'intention et qu'est-ce que ça implique derrière. Pour moi, la plante médecine, c'est vraiment un appel, d'accord? Parce qu'il y a une initiation, parce qu'il y a une connaissance à avoir pour pouvoir l'apprendre. Donc déjà, il faut qu'il y ait un appel. Ça, c'est vachement important au chamanisme. Est-ce que je suis appelée? Et si oui, j'ai un enseignement à recevoir par rapport à ce qui m'appelle. Donc la question pour moi, pour les personnes qui s'intéressent aux plantes médecines, c'est est-ce que c'est ton chemin? Okay? Est-ce que tu as cette certitude intérieure
que même si tu ne sais pas pourquoi, ça t'appelle. Donc pas une curiosité pour se faire un trip, pour savoir si tout à coup on va avoir des visions alors qu'on ne sait pas si on en a le reste du temps, etc. Est-ce que c'est mon chemin? Première question. Et si la réponse c'est oui, il y a deux questions pour moi qui viennent après ça. Première question essentielle. Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à faire cette rencontre avec la plante? D'accord? Je me souviens avoir voyagé à un moment par rapport à des personnes qui avaient eu des expériences pas très positives par rapport aux plantes, et je vois bien que souvent ce qui m'a été répété par mes guides, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Et pas ils n'étaient pas prêts au sens où ils ne s'étaient pas renseignés. Être prêt à rencontrer la plante, ça ne veut pas dire avoir bien fait les 10 jours de diète avant de prendre avant d'ingérer ce qui va vous être donné pendant la cérémonie. C'est est-ce que le timing était bon, quoi. Dans les tribus qui utilisent les plantes médecines, il y a une préparation, une initiation et le rite de passage. Le rite de passage, si vous n'êtes pas bon dans le timing, ça ne donne pas un truc exceptionnel. Donc, 1, est-ce que c'est mon chemin? 2, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à ce chemin? Et super important, 3, qui est la bonne personne pour m'accompagner? Qui est la bonne personne pour m'accompagner? Ça aussi, c'est vachement important. Il y a un peu ce travers dans les milieux spirituels de dire ouais, tout est juste, si ça arrive, c'est que. Alors oui, si ça arrive et que ça se passe mal, tu peux en tirer quelque chose, d'accord? Mais ça veut dire que tu vas faire le travail pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement de cette expérience-là, pour qu'elle ne soit pas juste un échec ou un bad trip. Mais la personne qui t'accompagne, c'est vachement important, parce que c'est elle ton guide. Et ça, dans le chamanisme, c'est vachement important. Le témoin et le guide. Pas quelqu'un qui va vous donner le truc et va vous lâcher parce qu'il estime que tout est juste et que vos guides sont là pour prendre soin de vous. C'est son taf d'être là pour faire en sorte que le rituel se passe bien. Après, s'il se passe des choses, parfois, ça doit effectivement arriver, d'accord? Mais c'est une différence d'être en plan quelque part ou de vivre quelque chose qui était destiné juste pour vous. Donc, effectivement, moi, j'accompagne pas sur la plante de psychotrope parce que c'est pas quelque chose qui m'a appelé. Il y a des plantes médecines ou des drogues que je connais vibratoirement et que j'ai même rencontrées en voyage, avec qui j'ai voyagé, soit parce que j'ai eu à les traiter en séance, soit parce que ça m'a appelé par rapport à mes propres médecinaliers. Mais effectivement, j'en ai jamais ingéré, donc j'ai pas cette expérience qui me permet de guider quelqu'un en chamanisme. On est censé accompagner ce qu'on a expérimenté, transcendé. Donc une connaissance théorique ne permet absolument pas de vous accompagner dans un tel voyage. C'est pour ça que j'en organise pas et qu'effectivement j'en propose pas. Pour moi, la plante n'est pas du tout une condition au voyage. C'est vraiment une disponibilité pour moi, le voyage, une disponibilité intérieure. Tu proposes des ateliers chamaniques, est-ce que tu inities les gens à devenir chaman? Alors, j'ai effectivement à un moment organisé des ateliers. Aujourd'hui, c'est plus des parcours destinés à des personnes qui veulent traiter une problématique ou une blessure en particulier. Donc, je n'initie pas de gens pour devenir chaman. Que je puisse guider quelqu'un qui est clair sur son chemin, si on sent que je suis la bonne personne, bien sûr, je vais le faire. Mais spontanément, c'est vrai que je ne propose pas de formation pour chaman, parce que ma vocation à moi, c'est d'aider des personnes qui ont des blessures assez spécifiques à guérir. Donc effectivement, pendant les ateliers, je peux donner des outils pour que les gens soient autonomes, pour faire leur propre voyage d'exploration, pour être en lien avec eux, pour pouvoir poser des questions sans avoir besoin de moi, effectivement, pour avoir les réponses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir chamans, ça veut dire qu'ils peuvent avoir une pratique personnelle en toute autonomie. Après, s'ils ont l'appel, ça c'est une autre histoire. Question suivante.
Dans tes thèmes d'accompagnement, tu parles de blessures sexuelles. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette expression plutôt que de parler d'agression sexuelle? C'est vrai que les gens qui viennent me voir pour ce type de blessure, très souvent, il y a la question du viol qui vient. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je préfère parler de blessures sexuelles. C'est que déjà, il y a des contextes qui vont faire que la problématique de travail sera différente. Une personne qui a été victime d'un viol n'aura pas forcément les mêmes besoins et les mêmes axes de travail qu'une personne qui a été victime de trafic sexuel. Il y a l'âge qui compte aussi. Qu'une personne dont la blessure à cet endroit-là, c'est d'être née d'un viol, ou d'une personne qui a vécu dans un environnement où on l'a éduquée avec des principes qui ont violenté son intégrité et ses désirs sexuels. Okay? Parce que dans le dernier cas, il y a cette question ambiguë où la personne agit comme si elle était consentante alors qu'en fait elle est dans un schéma qui nuit à son intégrité. Donc c'est vrai qu'il y a des subtilités dans l'accompagnement sur les blessures sexuelles qui font que ça m'aurait semblé réducteur de dire que j'accompagnais du viol. Parce qu'il y a toute cette cartographie-là. Vous allez avoir besoin d'être écouté et accompagné sur différents espaces de vous-même. Donc oui, effectivement, quand je parle de mes thèmes d'accompagnement, j'emploie le mot blessure sexuelle et non pas agression sexuelle. C'est quoi pour toi le frein le plus fréquent dans les parcours que tu accompagnes et c'est quoi la clé principale pour guérir? Alors ça va paraître peut-être vachement cliché, mais pour moi l'enjeu c'est toujours l'amour. J'aurais pas dit ça il y a quelques années parce que j'avais pas pris conscience. Je peux pas dire que j'avais pas pris conscience que c'est vital, hein, puisque l'amour c'est censé vraiment être la nourriture première de l'âme. Mais je crois que j'avais pas vu tout ce que ça implique de ne pas pouvoir se donner un amour inconditionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que le blocage pour moi le plus fréquent que je vois, c'est le jugement. Et le jugement, c'est un truc qui fait que la personne qui est en chemin va tout le temps être en guerre avec elle-même. Il n'y a pas d'acceptation en fait. Il y a cette colère de pourquoi j'ai pas pu, pourquoi je suis, qui prend vachement d'énergie et vachement de place. Donc c'est vrai que moi je suis là pour créer cet espace, pour essayer de ramener l'accueil. Déjà parce que ça fait partie de nos socles énergétiques. Hein. Est-ce que ma mère intérieure est alignée? Auquel cas, ça fait ça. Je m'ouvre les bras. D'accord? Quand on ne s'ouvre pas les bras, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Ça s'accueille aussi. Hein. Je ne suis pas frustrée de voir ça chez mes clients. Des fois, je trouve ça juste triste, mais je sais que c'est une étape nécessaire, à condition qu'on ne s'enlise pas dedans. Parce que quand il y a du jugement, il faut toujours un coupable quelque part, et ça, franchement, à long terme, ça bloque complètement la guérison. Parce qu'on est toujours en bataille, donc il n'y a pas d'espace pour souffler, quoi. Donc est-ce que je peux m'aimer assez pour arrêter de me jeter des cailloux sur mon histoire? Est-ce que je peux m'aimer assez pour me pardonner les blessures que je porte et pour me rappeler à un moment que les blessures que je porte, elles ne me définissent pas en fait.
C'est pas mon identité d'avoir été soit agressée, soit abusée, ou d'avoir commis telle erreur à tel moment. Il y a un événement, il y a des circonstances. Ça ne définit pas qui je suis à la base. Parlais tout à l'heure des blessures sexuelles. Vous imaginez si l'identité de quelqu'un, ça devait être né d'un viol. Il n'y a pas tellement de place pour l'amour là-dedans. Donc ouais, l'amour, pour moi, retrouver l'amour de soi, se réapprivoiser, se renouer avec soi, c'est la clé. Et plus les années passent, et plus je me rends compte que plus on s'aime, plus on est ouvert à recevoir des cadeaux de la vie, et plus on est assez zen avec ce qui se passe en face. Donc on se fiche une paix assez royale finalement en étant dans le non-jugement. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, ça ne veut pas dire qu'on est dans la complaisance. Ça c'est un truc que je dis souvent en atelier. L'idée c'est de bosser avec bienveillance et sans complaisance. Ce qui peut paraître assez dur, un peu exigeant, mais je trouve ça vachement important. De pouvoir être dans cet espace-là. J'ose confronter ce qui est devant moi. Mais j'accepte à un moment que ce truc, je ne peux pas le changer. Et que ce qui est en mon pouvoir, c'est quelle posture moi je vais prendre. Et plus je vais m'ouvrir les bras, et plus tout le chagrin, toute la colère que j'ai pu accumuler va pouvoir se déposer, va pouvoir se libérer, va pouvoir partir. C'est comme une fin de deuil. Une fois qu'on a pleuré toute cette charge qu'on a dans les poumons, dans le cœur, sans se censurer, c'est fini. Pas parce qu'on a oublié, pas parce que les gens importants qui sont plus là, on s'en fiche, mais parce qu'on a acté à un moment qu'effectivement, ça a eu lieu, qu'on est allé au bout de tout ce que ça nous a fait, et que c'est terminé. Et que dans cet espace où on pleure, on laisse partir, et physiologiquement, on se redonne de l'oxygène, on se redonne de l'espace, on se redonne de la paix intérieure. Donc oser lâcher les émotions et ne pas se juger, je trouve que c'est vraiment les deux clés et à la fois les deux écueils que je vois le plus dans les parcours d'accompagnement. Et ce qui est chouette, c'est que je trouve que ça contribue à s'offrir cet amour, justement, cet amour qui permet de retrouver sa place, d'être en paix avec soi et de retrouver une chance aussi d'avoir des belles relations en plus de soi. Dernière question. Tu travailles beaucoup sur le lien au corps, pourtant la pratique chamanique qui consiste à voyager dans des espaces invisibles. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a une citation d'Arnaud Rioux que j'aime bien qui dit en gros que pour qu'un chaman puisse voyager dans les étals, il faut qu'il soit bien ancré dans la terre. Et je suis vachement d'accord avec ça. Ce qui me permet, dans ma pratique chamanique, d'entendre, de percevoir tout ce qui m'est transmis dans cet espace de conscience modifié, c'est ma présence en fait. Parce que je suis complètement présente à moi, parce que je suis pleinement là, mes sens s'ouvrent et du coup je suis en pleine capacité de réception des messages que je peux recevoir. Et là où l'ancrage dans le corps est vachement important, c'est que quand je suis en séance, je suis seule avec mon client. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certaines tribus, on a le chaman avec l'assistant qui tape du tambour ou l'assistant qui gère pendant que le chaman rentre dans certaines transes selon le rituel qu'il est en train d'effectuer. Moi, quand je suis seule avec quelqu'un, j'ai besoin à la fois d'être pleinement avec elle, avec la personne, et pleinement dans mon voyage.
Et pour ça, j'ai besoin que mon ancrage y soit bétonné, c'est-à-dire que pendant que j'entre en état de conscience modifié, je sais ce qui se passe dans la pièce, je sais ce qui se passe pour la personne qui est devant moi et je sais ce qui se passe avec mon corps. Si je ne suis pas en capacité d'être dans cette qualité de présence-là, c'est un peu casse-gueule. La sécurité, c'est un truc vachement important pour moi quand je suis en séance. Et c'est ce qui fait que les gens osent parfois déposer certains bagages, c'est qu'effectivement, je suis complètement là. Donc même si à un moment, je suis traversée par des informations, si la guidance vient me voir avant même qu'on ait commencé à soit taper du tambour ou avant même que j'ai posé les mains, ça ne doit absolument pas me décrocher de la personne dont je suis censée prendre soin à cet instant. Donc c'est vrai que l'ancrage dans le corps, pour moi, il est super important. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'ai envie de dire, elle est liée à mon parcours de vie, à mon parcours de guérison personnelle. Il est vraiment passé par cette présence au corps-là. C'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de partager. C'est vrai que j'ai eu, quand j'étais au collège, un épisode qui a vraiment transformé toute ma vie. Avec, entre autres, un incident médical qui a généré des restrictions motrices permanentes et qui, sur le coup, m'a quand même pris 10 années de parcours médical. Donc c'est vrai que le pourquoi on est dissocié, je peux vachement bien l'entendre parce que mon corps à un moment était tellement douloureux que je n'arrivais plus à rester dedans. Et à un moment j'ai eu un projet qui fait que le chemin retour a été vachement nécessaire. Et ça a été intéressant pour moi de voir tout ce que j'ai regagné en mobilité, en capacité, en possibilité, tout simplement en revenant dans ce corps. Malgré les craintes que je pouvais avoir, c'est pour ça que je comprends bien la problématique des personnes qui viennent me voir. Bien sûr que j'avais peur de rentrer, de retrouver les souffrances que j'avais laissées. Mais finalement, en étant en pleine possession de moi-même, gérer la douleur, retrouver de la mobilité, trouver comment utiliser au mieux et avec le moindre effort les capacités qui sont les miennes, c'est vraiment ce travail-là qui m'a pris des années, que je mets au service de ma pratique. Donc, on peut dire que j'ai eu des tas d'explorations pendant une vingtaine d'années qui me permettent d'avoir la présence que j'ai aujourd'hui et qui peut même permettre de vous aider sans prendre tout ce temps, puisque moi j'ai déjà traversé des tas de trucs que j'ai pu synthétiser avec ce qui m'a le plus convaincu dans mes ateliers pour vous aider à revenir à cet endroit. Et je pense vraiment que c'est quand on habite pleinement ce corps qu'on est complètement connecté à son pouvoir personnel, qu'on est complètement connecté à son pouvoir personnel et à sa capacité à vivre, pas juste être en train de faire le funambule ou en réponse de survie, mais vraiment vibrer complètement cette vie. Alors, en fait, c'était pas la dernière question, encore une question. Est-ce que c'est dangereux de faire des voyages chamaniques? Alors, là aussi, c'est comme notre couloir des ombres. Ce qui peut faire qu'on a peur du voyage chamanique, en tout cas dans ce que j'ai pu observer, c'est tout ce qu'on y met dedans. J'ai des personnes par exemple qui me disent « ouais, est-ce qu'on va pas se prendre des entités ou des trucs bizarres si on fait du voyage chamanique ?» Alors quelqu'un qui a peur de ça, pour moi, c'est quelqu'un qui à la base a déjà un problème de contour énergétique, sinon cette question elle ne se poserait pas. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire du voyage chamanique pour être confronté à cette question. Est-ce que j'attire, oui ou non, des énergies intruses? Est-ce que je fais éponge quand je vais quelque part? Bien sûr, le voyage chamanique va vous renvoyer à ça si c'est ça que vous avez absolument besoin de guérir et d'harmoniser chez vous. Maintenant, j'ai assez confiance dans la guidance
que vous avez chacun pour vous, hein, même sans faire du chamanisme, d'accord, il y a un projet de vie, il y a des choses qu'on a besoin de guérir pour faire ce qu'on a à faire. Ça viendra vous chercher en dehors du chamanisme, hein, si c'est ça que vous avez à faire. Donc, fuir le voyage, hein, ne réglera pas votre problème. Ok? Donc, est-ce qu'on peut se prendre des trucs chamaniquement? J'ai envie de dire oui, si effectivement vos frontières ne sont pas claires. Selon où vous vous baladez, ben, c'est comme ici, hein, monde du milieu, espace visible. Je fais une rencontre, elle peut être super positive, elle peut être bienveillante, elle peut être enthousiasmante, ça peut être on s'ignore, ou ça peut être, ben, je fais éponge, ou je me prends un truc pas sympa, ou je rentre dans une relation d'emprise ou de pouvoir parce que ben, ma place, elle n'est pas bien définie et que j'ai des blessures qui font que je ne suis pas en capacité à ces moments-là de me défendre contre ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc, si c'est ça votre problématique, que ce soit dans la réalité ordinaire ou non ordinaire, effectivement, elle viendra vous chercher. Mais c'est pas plus dangereux dans un voyage chamanique. C'est juste une illusion qu'on a parce qu'on est dans un espace qui dépasse un petit peu notre entendement ou notre cartographie mentale, d'accord? C'est justement ça qui fait hein, qu'on sait si on est en train d'imaginer des trucs, de se faire des films ou pas. C'est que quand on commence à faire du voyage chamanique en général, c'est toujours quelque chose d'inattendu qui vient. Du coup, on sait qu'on n'est pas en train de fabriquer quelque chose. Donc non, c'est pas plus dangereux que de se balader dans la rue. Hein. Par contre, c'est un miroir qui est sans phare.